Et qui malheureusement s'est soldé par donc pour nous une fin de non-recevoir de la part de Twitter. On voulait travailler ensemble à lutter contre le racisme et l'antisémitisme sur le réseau social en France, mais malheureusement Twitter n'a pas pris la mesure du racisme et de l'antisémitisme en France. C'est-à-dire que vous vouliez quoi concrètement ? Nous voulions que Twitter considère que lorsqu'il y a des appels au meurtre sur son réseau social en France, eh bien il les retire. Nous voulions que Twitter prenne la mesure de cela et ne nous dise pas simplement, eh bien c'est lorsque la police nous indiquera que cela représente un danger pour tel ou tel individu précisément que nous avons à nous manifester. Nous leur avons parlé du climat extrêmement inquiétant qui est le nôtre, c'est-à-dire celui où il y a encore quelques mois, eh bien des enfants juifs ont été massacrés à Toulouse, où des personnes ont tiré à feu ouvert sur des Arabes à Aigues-Mortes, où une grenade a été jetée dans un supermarché cachère à Sarcelles, où les passages à l'acte sont donc extrêmement violents, et face à une vague d'antisémitisme sur Twitter avec des appels donc au meurtre, eh bien on attendait autre chose de la part de la grande firme multinationale. Fin de non-recevoir donc, vous allez saisir la justice ? Demain, nous saisissons la justice en référé pour demander le retrait eh bien, des tweets racistes et antisémites. Et dans un deuxième temps, eh bien, le président de Twitter International, M. Costello, en connaissance de cause, s'il ne retire pas ces tweets, en sera le responsable pénal. Nous le poursuivrons au tribunal correctionnel de Paris. On se pose évidemment la question, Gérard Arras, du réel et du virtuel, savoir dans quelle mesure ce qui est virtuel devient concret et être poursuivi dans le réel, quoi. Oui, mais c'est pleinement concret et le dérapage n'est pas illimité. Le dérapage est parfaitement limité puisque la loi encadre en fait, si vous voulez, les propos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tweet, c'est pas un SMS et c'est pas un message à caractère privé, c'est un message, une communication publique. Et donc toute personne qui tient des propos, si vous voulez, qui sont de nature raciste ou antisémite, s'expose à des sanctions qui vont jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc derrière ça, il n'y a pas le dérapage illimité, il y a un dérapage contrôlé. Et lorsque le tweet le colibri bleu devient un colibri brun, il faut à ce moment-là, si vous voulez, qu'il y ait des réactions qui soient fortes. Et le fait de vouloir porter plainte et d'aller en justice pour prendre Twitter face à ses responsabilités, c'est quelque chose de fort, d'important et qui doit être soutenu. Thomas Lega, quelle a été la réalité de ce phénomène sur ce réseau de microblogging ces derniers jours? Alors en fait, tout a commencé le 10 à 21h14. Il y a un tweet avec le hashtag un bon juif. Et là, très rapidement, en quelques heures, 2 heures, plus de 2000 tweets sur ce hashtag. Finalement, le lendemain, le buzz redescend complètement. Ouais. Il ne se passe plus rien pendant quelques jours. Et le 14, les médias s'emparent de l'affaire, commencent à écrire et à réaliser des articles. Et là, à nouveau, un pic qui monte jusqu'au 15. Le 15, on atteint vraiment le pic avec plus de 7000 tweets sur le sujet. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le buzz continue. C'est-à-dire que les jours suivants, alors on n'est pas au maximum de l'audience, mais on continue en tout cas à avoir ce hashtag, alors qu'en général, ça s'estompe très rapidement. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas a priori, et on peut les comprendre. Twitter ferme un compte néo-nazi en Allemagne, mais laisse ses messages pulluler sur ce site de microblogging. Est-ce qu'il n'y a pas à Nice une antinomie très forte dans le comportement de cette firme américaine? Moi, je pense je trouve ça un peu dommage que, vous savez, c'était Julian Assange, le patron de Wikileaks, qui disait, ce qui est dommage, c'est quand on a une mauvaise nouvelle ou quand on a un message qui ne nous plaît pas, on accuse, on essaie de tuer, on essaie de tirer sur le messager plutôt que d'essayer de voir qui a mis le message et qui a publié l'information et essayer de s'en prendre à lui. Là, on fait le procès de Twitter, alors que, comme on l'a bien rappelé tout à l'heure, quand on dit des propos antisémites, quand on incite à la haine raciale, on est puni, on peut être puni pénalement, on peut être attaqué au pénal. Mais c'est pas l'objet que j'ai utilisé pour faire cette incitation-là. Quand je suis un criminel, quand je prends un couteau par exemple et que je tue des gens, est-ce qu'on va accuser l'aïeul, est-ce qu'on va accuser oui, mais ça c'est le débat, ça c'est facile. Non, mais ça c'est facile. C'est un débat facile parce que si vous voulez quelque part, Twitter ne va pas au bout de sa logique, il est responsable. J'y viens. Juste. Donc moi je pense qu'on ne devrait pas accuser Twitter et qu'on devrait demander à Twitter d'aider à trouver la personne qui a posé ces messages. Toutes ces personnes-là sont référencées, sont connues, et donc c'est le rôle de Twitter et son rôle de Twitter d'aider et la police et d'aider la justice à trouver ces personnes-là. Elle
mettre en justice. Nous avons parlé avec Twitter. De fermer Twitter. C'est un peu ridicule. Personne ne demande la fermeture de Twitter, j'en suis un utilisateur passionné, mais c'est ce dont nous avons parlé avec Twitter tout à l'heure, et nous savons qu'ils ne voudront pas communiquer les données d'identification des auteurs de ces propos antisémites et de ces propos racistes, et c'est pourquoi nous sommes obligés d'en passer par la justice pour cela. On attendait un sens de responsabilité tout à l'heure, d'une de entreprise responsabilité, le citoyenne. patron de Twitter, ça n'a pas de sens. Eh bien, à partir du moment où lui, il laisse sur son réseau social des propos antisémites, qu'il ne communique ni le données des auteurs de ces propos-là, ni ne les retire, sur il en prend une SMS, est-ce qu'il faut responsabilité. accuser Orange et SFR? Oui, et si jamais j'envoie un SMS avec c'est là où il faut, si vous voulez, il faut arrêter de prendre le débat de haut par rapport à la liberté d'expression. On est tous... C'est juste ce que je voudrais dire. Il y a quelque chose qui est sacré, la liberté d'expression. Et puis, dans nos pays, notamment en France, il y a quelque chose aussi qui est fondamental, c'est le fait de condamner l'abus de la liberté d'expression. Par rapport à ça, la loi pour la confiance dans l'économie numérique permet à toute personne, si vous voulez, d'arriver à, lorsqu'on lui prévient qu'il y a des propos qui sont des contenus illicites, si elle n'est pas intervenue promptement, d'engager sa responsabilité. Et c'est sur ce point que Twitter peut engager sa responsabilité. Justement, on a un peu l'impression, quand on regarde cette affaire de l'extérieur, Thomas Legac, qu'une nouvelle fois, le législateur est un peu en retard par rapport à l'utilisation qui peut être faite des réseaux sociaux. Est-ce que c'est la réalité ? Oui, clairement, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que ça va extrêmement vite et ces nouveaux réseaux sociaux qui sont finalement assez jeunes, je pense que c'est assez compliqué pour la législation française d'aller aussi vite. Mais au-delà de la législation, il y a aussi un problème. Il y a des centaines de millions de messages toutes les secondes qui sont publiés sur Twitter. Il faudrait que quelqu'un les analyse tous pour essayer de les censurer ou de les vérifier ou de les filtrer. C'est physiquement impossible. On est obligé de réagir, on est obligé de fonctionner a posteriori. Sur un forum, il y a des équipes de modération qui font ce rôle-là. Mais sur un forum, on n'a pas des millions de messages à la seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est que Twitter a les possibilités de mettre en place des filtres. Alors après, il le fait ou il le fait pas. Les logiques, j'allais dire informatiques, ne sont pas du tout des logiques juridiques. Et le droit, on est en France, et lorsque des propos sont condamnables, ils ne sont pas possibles, ils sont illicites, alors il faut mettre en place des filtres. Twitter dit, moi j'applique le droit américain où tous les propos sont, c'est une liberté d'expression absolue. Il y a, si vous voulez, et ce qu'il faut voir aussi, et ce qui est quand même relativement décevant, c'est que les politiques ne se sont pas si vous voulez, mobilisés par rapport à ce phénomène. On a laissé faire, et aujourd'hui on est, si vous voulez, dans la face, j'allais dire, nauséabonde de l'Internet et des réseaux sociaux qui montrent que tout le monde pense pouvoir tout dire, et je pense, moi, que derrière ça, il y a une véritable manipulation. Parce qu'on fait des fichiers... Excusez-moi, messieurs, parce qu'on parle de cette affaire, évidemment, avec le nombre de messages autour de ce hashtag un bon juif. On va préciser qu'il y a eu hashtag un bon musulman, qu'il y a eu d'autres hashtags du même ordre. On a contacté SOS Racisme aujourd'hui, ils ont condamné évidemment ces messages. Eux, ils disent en gros, la violence virtuelle au passage à l'acte, il n'y a qu'un pas. C'est ce qui est inquiétant. Anissa Mbida, comment est-ce qu'on fait la différenciation aujourd'hui quand le virtuel se mêle au réel ? Moi, je pense qu'on a dit les choses assez clairement. Quand on met des propos condamnables, la personne est condamnable. Ce que je trouve dommage, c'est que quand on parle de mettre des filtres a posteriori et de surveiller le réseau et d'essayer de détecter des mots qui pourraient éventuellement être... Et puis, parce que aujourd'hui, on parle de ces hashtags qui sont en France. Mais imaginez quand même ce qui s'est passé. Il y a des pays où, par exemple, imaginez, si on était en Iran, si on était en Chine, il y a des choses qui sont illégales du point de vue de la loi chinoise, du point de vue de la loi iranienne, du point de vue de la loi... il y a eu le printemps arabe, il y a eu des élections en Iran, il y a eu des choses qui sont passées en Union soviétique. Les gens ont utilisé Twitter pour contester des oppressions, pour essayer de se soulever. En Russie. La plupart des révolutions modernes aux Philippines, Tiananmen, c'était des technologies qui ont été utilisées, le fax ou bien le SMS à l'époque. Donc, filtre a posteriori, on ouvre une voie qui n'est pas forcément souhaitable. Et donc de faire a posteriori, je trouve ça beaucoup plus intelligent que de mettre des filtres a priori qui serait sous le couvert de la loi. Personne ne demande des filtres a priori ici, là-dessus on se rejoint. En revanche, là, depuis plusieurs jours, il y a des appels au meurtre, il y a des messages de haine qui sont mis sur Twitter et qui ne sont pas enlevés. Donc il va bien falloir inventer quelque chose pour que ces messages-là ne restent pas aussi longtemps et en tête. Alors, aujourd'hui, maintenant, en top trend, donc dans la page d'accueil de Twitter, il y a les plus gros clichés.
on clique dessus, le lien similaire, c'est hashtag un bon juif, avec encore des propos qui incitent à la haine. Il y a quelque chose à interpeller aussi dans la mobilisation citoyenne qui doit beaucoup plus s'indigner sur Twitter, puisque là, on assiste donc à une vague de propos de haine, d'un antisémitisme 2.0, d'un racisme 2.0, où derrière l'anonymat, les gens ne se pensent pas la question de leur responsabilité individuelle, se sentent dans une position, dans une possibilité d'acharnement, et il y a quelque chose à inventer, et normalement, Twitter devrait être un partenaire dans cette réflexion, dans ce combat-là. De l'outil, ou est-ce que c'est le problème des gens? Moi, je trouve qu'on confond l'outil et les gens. Et c'est pas parce qu'il y a des gens... Justement, il y a un élément que je souhaiterais aborder, Thomas Lega. Quelle est la réalité de ces réseaux sociaux? Là, on parle d'un événement à un instant T. Est-ce que c'est une goutte d'eau dans l'océan des réseaux sociaux, ou est-ce que ces phénomènes-là sont de plus en plus prégnants? Alors déjà, le hashtag un bon juif, finalement, il a fait générer assez peu de bruit quand même globalement. C'est-à-dire que quand on le compare à d'autres événements, c'est beaucoup trop. Mais en tout cas, il a géré finalement peu d'événements. Le Super Bowl, c'est 12 millions de tweets à la seconde. Bon, voilà. Donc il faut relativiser. Alors évidemment, ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein, mais en tout cas, le volume est complètement différent. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est-à-dire que Twitter, vous pouvez tweeter de n'importe où. Et donc vous déclarez un lieu de résidence. Et donc sur le hashtag un bon juif, en réalité, il y a un certain nombre de personnes qui finalement se sont déclarées en dehors de France. Et donc, probablement que d'un point de vue juridique, c'est probablement plus compliqué pour toucher ces personnes qui ne seraient pas en France. Alors oui, et puis alors, ce qui est quand même gênant, c'est que 7000 messages de haine, c'est 7000 messages de trop. Et donc, si vous voulez, quelque part, c'est ça le débat qui est posé aujourd'hui. C'est est-ce que sur un réseau social, aujourd'hui, on peut laisser faire et on peut laisser tenir des propos qui sont contraires à la morale et qui sont contraires à ce que l'on peut souhaiter des citoyens. C'est une vraie question. On peut le dire n'importe où, il n'y a pas que le réseau social. Je pense que nous allons nous arrêter là, messieurs. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour discuter en direct sur BFM TV.